Donc, Carla Fritaillon, chargée de relations partenariat à la CARSAT Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, donc, je ne suis pas seule pour présenter ce webinaire. Je suis accompagnée de Florence et Virginie que je vais laisser se présenter. Donc, Virginie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Virginie Albicoco. Je suis référence technique au service carrière de la CARSAT Midi-Pyrénées et j'accompagne Florence et Carla dans cette présentation. Voilà. Bonjour, Merci Virginie. et donc Florence Bonicel, je suis chargée de relations clients et partenariats à la CARSAT Midi-Pyrénées et donc je vais surtout m'occuper du chat pendant ce webinaire. Alors si vous n'avez pas de son comme beaucoup sont en train de le mentionner, il faut certainement redémarrer la réunion parce que de notre côté le son fonctionne, donc il faudrait peut-être vous reconnecter de manière à avoir le son. Merci. Merci Florence. Donc aujourd'hui, pendant à peu près 1 heure et demie, on va explorer ensemble les dispositifs et les différents services qui permettent d'accompagner les personnes dans leur préparation à la retraite avec un focus sur le public fragile. On va quand même rentrer dans la législation, mais l'idée, c'est surtout de vous donner des clés pratiques pour orienter et informer efficacement vos bénéficiaires. Donc avant de commencer, on va juste rappeler quelques petites consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc vos micros et vos caméras vont être toujours pas de son. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous entendent? Moi, je t'entends très bien. Oui, Oui, c'est non, bon. moi aussi, je vous entends. Oui. Merci beaucoup. Donc, merci. Voilà, en plus, on est assez nombreux aujourd'hui, donc merci de bien vouloir couper vos micros. Vous pouvez tout de même poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre de notre mieux. Il y aura également des temps de questions prévus dans la présentation. Nous vous conseillons de brancher un casque pour un meilleur confort d'écoute. Et sachez que ce webinaire est enregistré, donc je vais lancer l'enregistrement. Ah, il a été lancé. Oui, je Parfait. l'ai lancé. Et que vous recevrez à l'issue de ce webinaire le lien du replay directement par mail. Alors, au programme d'aujourd'hui, donc les points que nous allons aborder, tout d'abord, on va commencer par l'organisation de la CARSAT et du système de retraite en France. Ensuite, on parlera des services en ligne qui permettent d'accompagner la préparation à la retraite. On parlera également d'âge et de calcul de retraite. On verra enfin les spécificités du public fragile et on terminera par un point sur l'ASPA et la pension de réversion. Et enfin, on présentera rapidement les services d'action sociale de la CARSAT et nos moyens de contact. Hop. Alors, premier point, sans plus attendre, on va commencer. Donc, la CARSAT, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. C'est un établissement privé qui gère un service public. En tant qu'organisme de sécurité sociale, elle exerce 3 grandes missions autour d'une valeur qui est la solidarité. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît, au fur et à mesure que vous vous connectez. Merci. Est-ce que vous voyez le support de présentation en grand écran? Oui. On le Ok. voit en grand écran. Super, merci. Merci. Alors, les 3 grandes missions de la CARSAT, donc la première, la plus connue de tous, pour préparer et payer les retraites du régime général, donc pour tous les salariés du privé et les travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants et auto-entrepreneurs. Ensuite, il y a également un deuxième volet sur l'accompagnement des assurés en difficulté avec son service social et son service d'action sociale qui vient en aide également aux personnes déjà à la retraite. Et une dernière branche métier sur la prévention et la tarification des risques professionnels pour réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles en entreprise. Sur la région, on est présent sur tout le territoire. Notre siège social se situe à Toulouse-Basse-au-Cambo. Et ensuite, on a 11 agences retraite réparties sur les 8 départements Midi-Pyrénées. On est encore sur la région Midi-Pyrénées. On a également 31 points d'accueil retraite où on reçoit un rendez-vous sur des jours de permanence. Et on s'appuie également sur un réseau de plus de 190 maisons France Service qui accompagnent nos assurés sur le numérique notamment et les démarches administratives. Alors, pour commencer,
La première chose voilà, à comprendre sur la retraite, nous en France, on est dans un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations euh, cotisées aujourd'hui par les salariés servent à payer directement les retraites actuelles. Et en France, on a une retraite qui est dite obligatoire, qui est répartie de la façon suivante, une partie de base et une partie complémentaire. L'activité professionnelle se transforme en trimestre pour la retraite de base. On peut aussi dire l'assurance retraite, le régime général, tout ça représente la même partie. Et ensuite, l'activité professionnelle se transforme en points pour la retraite complémentaire. Donc, par exemple, l'Agir Carco pour les salariés du privé ou encore l'IRCANTEC pour les non contractuels de la fonction publique. Plusieurs sites aujourd'hui à retenir, surtout en ce moment avec l'actualité, la réforme des retraites, la possible suspension des réformes des retraites. Il y a énormément d'informations sur Internet lorsqu'on tape le mot retraite. Donc là, vous avez vraiment 4 sites à retenir où vous trouverez de la législation à jour. Donc tout d'abord le site de l'assurance-retraite.fr, le site sur lequel les assurés peuvent créer leur espace et avoir des informations personnalisées sur leur carrière. On va beaucoup en reparler dans cette présentation. Ensuite, on a également le site de la CARSAT Midi-Pyrénées où vous pouvez y retrouver l'espace partenaire et également des informations sur nos actualités, donc les webinaires comme aujourd'hui, nos présences sur des salons ou forums sur tout le territoire. Le site de l'Agir Carco également, où les assurés peuvent créer leur espace et avoir plus d'informations et de détails sur leurs points de retraite complémentaire. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du site Info Retraite. Là, c'est un site qui regroupe de la législation sur les plus de 40 régimes de retraite qui existent en France. C'est très complet. Donc, on vous conseille également d'aller regarder ce qu'on peut y trouver. Alors, on va passer à la première partie sur l'accompagnement à la retraite avec les différents services en ligne qui existent. Donc, la première étape, la première chose lorsqu'on veut se préparer à la retraite et qu'on veut anticiper son départ, c'est de créer son espace personnel. On peut le faire même en début de carrière, dès qu'on a une activité professionnelle, on peut créer son espace personnel sur l'assurance retraite. Et une fois qu'on l'a créé, on arrive sur cette page, sur ce tableau de bord qui est prédéfini selon votre âge de naissance. Donc, plus vous vous approchez de la retraite, plus vous allez avoir accès à des services. Et une fois qu'on est retraité, on a également accès à des services en ligne, mais qui sont différents. On peut également avoir accès à un bloc messagerie pour échanger des documents, poser une question directement à un conseiller. Il y a des réponses qui sont assez plutôt avec un délai de réponse très rapide. Et voilà, un tableau de bord défini selon son âge. La première chose à faire, la première étape, c'est de consulter et d'éditer son relevé de carrière. Son relevé de carrière, c'est vraiment le reflet de toute l'activité professionnelle qu'on a eue. C'est un relevé qui est interrégime et qui récapitule vraiment tous les droits. Ce relevé de carrière, une fois qu'on le télécharge dans l'onglet Consulter ma carrière, il est composé de 3 volets. Tout d'abord, on a une première synthèse, un récapitulatif de sa carrière régime par régime, avec le nom des régimes et le total des points et des trimestres. Pour avoir un petit peu plus d'informations, il faut aller sur la page suivante avec le deuxième volet. Là, on a un récapitulatif chronologique de la carrière avec le détail année par année et par régime. Le premier niveau de vérification, et ce qu'on conseille voilà, de le faire le plus tôt possible, c'est de vérifier si on a bien 4 trimestres par an, on ne peut pas avoir plus de 4 trimestres par année, et un nombre de points associés. La valeur du point évolue chaque année, donc il y a des variations. Il faut regarder que ce soit plutôt cohérent. Concernant les trimestres, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une activité cette année-là? Et c'est vraiment le premier niveau de vérification. Ensuite, il y a un dernier volet avec encore un petit peu plus de détails, avec le nom des employeurs, les périodes, les dates, les revenus bruts annuels soumis à cotisation et le régime de retraite associé. Là, on peut constater qu'il y a également les périodes de chômage, de maladie, de service militaire. Pour ces périodes, il n'y a pas de revenus qui sont associés et c'est tout à fait normal. Donc, une fois qu'on a pointé sa carrière et qu'on a vérifié, il faut essayer de comprendre et il y a différents types de trimestres. Alors là, c'était la période de chômage qui était, voilà, c'était pour vous montrer qu'il n'y avait pas de revenus associés sur ces périodes-là. Voilà.
Comment lire son relevé de carrière? Il y a différents types de trimestres qui ont des noms différents et c'est important de les comprendre pour la suite de la présentation. Tout d'abord, on a en 1 les trimestres cotisés. Ce sont des trimestres qui sont issus d'un salaire ou d'un revenu et non pas d'une période. Donc, par exemple, pour cotiser un trimestre en 2025, il faut avoir gagné 1 782 euros bruts et donc soit 7 128 euros bruts pour 4 trimestres en 2025. Donc, il se peut, par exemple, que sur un emploi saisonnier, on ait touché moins de 1 782 euros bruts sur 3 mois et donc ne pas valider un trimestre. C'est vraiment le salaire cotisé qui déclenche des trimestres. Il faut savoir qu'il y a également un salaire plafond. En 2025, il est de 47 100 euros et on ne peut pas cotiser au-delà de ce plafond. Donc, sur le relevé de carrière, des fois, il peut y avoir ce plafond si on a perçu plus sur ces années-là. En numéro 2, on a ce qu'on appelle les trimestres assimilés. Donc, ce n'est pas des trimestres qui proviennent de cotisations. Ce sont des trimestres qui sont associés à des périodes de maladie, d'invalidité, des périodes de service militaire, par exemple, du chômage indemnisé, des travaux d'utilité collective ou des stages et de l'activité à l'étranger s'il y a une convention. Il y a des conventions notamment avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et ensuite, il y a une dernière forme de trimestre qui n'est pas associée à une période de carrière en particulier. Ce sont les trimestres de majoration, sous certaines conditions, comme par exemple les trimestres pour enfants, c'est 8 trimestres pour chaque enfant, le congé parental, l'éducation pour un enfant handicapé, la prise en charge d'adultes handicapés ou les trimestres pour la pénibilité. Et l'ensemble de tous ces trimestres correspondent au trimestre validé, soit à la durée d'assurance dans sa carrière. Ensuite, une fois qu'on a fait la vérification de son relevé de carrière, si les personnes constatent une anomalie ou un manque, il est très important d'anticiper et d'effectuer une mise à jour de sa carrière. Il est tout à fait possible de le faire directement sur le site de l'assurance retraite après avoir créé son compte avec les services qui s'affichent à l'écran, notamment avant 55 ans, le service compléter ma carrière et déclarer mes enfants. Et après 55 ans, le service mettre à jour mon relevé de carrière. Et il est également possible de déclarer des stages et des TUC. La seule différence entre les deux services, c'est qu'avant 55 ans, on peut joindre directement le justificatif. Et après 55 ans, on déclare la période et un conseiller retraite envoie un lien à l'assuré pour joindre les justificatifs. Voilà. En tout cas, dans les deux cas, c'est tout à fait possible de mettre à jour sa carrière. Plus on le fait tôt, moins on est prioritaire. Et il est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. Nous, en tout cas, on conseille vraiment de l'anticiper puisqu'on dit souvent que la carrière représente 75 d'un dossier retraite. Donc, une fois que son relevé de carrière est à jour, normalement, voilà, il n'y a pas de souci sur le traitement des dossiers et c'est plutôt rapide. Alors, il y a déjà des petites questions par rapport à ce que l'on a présenté. Il faut savoir également, je complète un petit peu, que tous les outils qui sont accessibles sur l'espace personnel, c'est des outils qui sont reliés directement à la carrière que l'on connaît. Donc, s'il y a des manques sur cette carrière, forcément, les outils d'estimation, que ce soit pour l'âge ou pour le montant, vont être erronés. Voilà, donc il y a quand même un intérêt très important à faire une vérification de carrière. Parfois, tout est OK. Des fois, il y a des manques. Et quand il y a des manques, il faut faire le nécessaire pour le mettre à jour. Donc, il y a des questions qui ont été posées. Les maisons France Service n'ont plus le droit d'aider les personnes à faire leur dossier retraite. Alors, si c'est le cas, c'est vraiment grave parce que c'est leur mission principale, c'est d'accompagner, en tout cas sur les démarches en ligne. Ils ne vont pas aider sur la législation, ils ne vont pas aider sur la mise à jour, ils ne vont pas aider pour interpréter ou expliquer les démarches, mais ils sont formés et leur rôle, c'est d'accompagner sur les demandes de retraite
lorsqu'il faut faire la démarche en ligne via l'espace personnel. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est un manquement à leur périmètre d'activité. Donc, voilà, il faut nous le signaler. Alors ensuite, il y a une question, quel justificatif pour les trimestres majorés pour les situations de handicap? Donc là, vous parlez certainement des trimestres d'éducation pour un enfant en situation de handicap ou pour un adulte en situation de handicap. Pour l'enfant, on va demander à avoir un justificatif qui indique que l'enfant a plus de 80% de handicap, puisque c'est que dans ce cas-là où on va pouvoir valider des trimestres supplémentaires. Et on va demander également d'avoir une attestation de l'allocation d'éducation spéciale et du complément qui ont été versés par la CAF. Voilà, c'est les 3 conditions pour pouvoir bénéficier de trimestres supplémentaires pour les enfants. Les copies des notifications suffisent, bien sûr. C'est des documents, on ne demande, nous, jamais les originaux, sauf si les copies sont illisibles. Et dans le cas d'un document d'affiliation rétroactive pour l'armée, c'est les rares cas où on demande les originaux, pardon. Sinon, c'est toujours des copies. Pour congé mater, trimestre cotisé ou validé. Congé maternité, c'est des trimestres validés. Il m'a été expliqué ce matin qu'il ne le faisait plus car des erreurs avaient été commises. Alors, je serais curieuse de connaître la France Service en question pour pouvoir me rapprocher d'eux par rapport à ça. Bonjour, existe-t-il un site unique qui permet de demander la retraite pour tous les organismes? Donc ça, c'est un sujet qui va être abordé un petit peu plus tard pour la demande de retraite en ligne, donc on y reviendra. France Service d'Orient. D'accord, merci bien. Merci Florence. On va passer à la suite sur la retraite, l'âge, le calcul et la demande et justement le paiement de la retraite. Je prends le relais, Carla, merci. Merci. Alors, par contre, Carla, j'ai pas. Est-ce que tu peux faire la suite du slide? J'ai pas le Oui, partage. pas de problème. Parfait, merci. Donc là, sur ce thème-là, on va vous parler de la retraite et notamment comment est calculée votre future retraite ou la future retraite des assurés et à quel âge on peut la demander. Donc l'âge légal, c'est l'âge minimum à partir duquel chaque assuré, chaque actif peut demander et obtenir ses retraites de base et de complémentaires. Donc cette date butoir, cet âge légal, cet âge minimum est calculé en fonction de l'année de naissance de chaque actif et on demande un certain nombre de durées d'assurance par génération. Donc, l'âge légal plus le nombre de trimestres requis, ça fait partir l'assuré à la retraite à taux plein. Voilà. Donc, à partir de quel âge on peut prendre sa retraite? Donc, si à l'âge légal, je ne réunis pas le nombre de trimestres validés, j'ai 3 choix qui me sont proposés. Soit j'accepte la retraite à taux minoré, donc cette retraite sera définitive, il n'y aura pas de nouveau calcul qui se fera plus tard. Soit je continue mon activité où je cotise volontairement, notamment pour les travailleurs indépendants, jusqu'à ce que j'obtienne les trimestres requis. Et la troisième possibilité, c'est d'attendre l'âge automatique du taux plein qui est à 67 ans. Donc là, je vais aborder le thème d'une retraite, du thème de la retraite anticipée pour carrière longue. Donc, un assuré qui aurait commencé à travailler tôt, donc avant un certain palier d'âge, et qui a effectué une carrière longue, peut bénéficier d'une retraite anticipée au titre de la carrière longue. Donc, il y a 2 conditions cumulatives à avoir. Donc, avoir au moins eu 5 trimestres validés en début d'activité, donc soit 16, 18, 20 ou 21 ans pour le dernier palier. Et si la personne est née dans le dernier trimestre, donc c'est-à-dire en octobre, novembre, décembre, il lui faut que 4 trimestres avant ses paliers d'âge. Et après, il faut justifier d'une durée cotisée, donc
ce qu'on entend dans la durée cotisée, c'est les trimestres cotisés plus certains trimestres réputés cotisés, notamment les trimestres au titre de la maladie, du service militaire, pour en citer que 2. Et voilà. Et donc, par exemple, là, on a mis pour une personne qui serait née en 1964, donc si elle a 171 trimestres et qu'elle a les 5 trimestres validés en début d'activité, elle pourra partir en anticipé au titre de la carrière longue. Donc, je précise, les 171 trimestres requis, c'est bien des trimestres durée cotisée. 171 trimestres, c'est des trimestres cotisés plus les trimestres réputés cotisés. Il y a une question par rapport à ça, borne d'âge et pas 19, 17 et 19 ans. Non, on a déjà 4 bornes d'âge, ce qui est déjà beaucoup. 17 et 19 ans ne sont pas des âges retenus dans les bornes de début d'activité. 16, 18, 20 ou 21 ans, c'est les 4 bornes existantes aujourd'hui. Alors, pour obtenir son âge de départ en retraite, toujours dans l'espace personnel, donc dans votre tableau de bord, vous avez un onglet qui s'appelle Obtenir mon âge de départ à la retraite et ça vous permet d'avoir une estimation de la date au plus tôt et de la date à laquelle vous aurez le taux plein. D'accord, le taux maximum. Et si vous êtes éligible au départ anticipé au titre de la carrière longue, vous aurez accès à une attestation qui vous indique la date à laquelle vous pourrez partir et voilà. Et vous pourrez l'éditer et le donner à votre employeur. Donc là, on va aborder le thème des retraites anticipées pour inaptitude et pour handicap. Donc ces retraites, il faut savoir que vous avez automatiquement le taux plein. Donc voilà, servi si vous êtes éligible à ces départs-là en retraite. Donc la première thématique, c'est la retraite anticipée pour inaptitude à partir de 62 ans. Donc c'est pour les assurés qui perçoivent une pension d'invalidité, l'allocation d'adultes handicapés et qu'ils ont une carte d'invalidité avec un taux supérieur à 80%. Et pour les personnes qui sont reconnues, qui déposent un dossier et qui sont reconnues inaptes au travail. D'accord. La deuxième retraite anticipée, c'est celle pour handicap. L'assuré, la personne peut la demander dès ses 55 ans, pardon. Les conditions à avoir, donc c'est avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% et de justifier de la condition de son handicap pendant une période active. Donc on dit à peu près une vingtaine d'années de cotisation avec l'handicap qui est au moins égal à 50%. Et le troisième dispositif, c'est la retraite pour incapacité permanente, donc à compter de 60 ans. Et donc c'est pour les personnes qui seraient atteintes d'incapacité au titre de la maladie professionnelle ou des accidents de travail. Pour les personnes qui auraient une rente servie. Donc, un taux d'incapacité permanente d'au moins 20%. Et si cette incapacité permanente est comprise entre 10 et 20%, c'est une commission qui statuera et qui dira si oui ou non vous pourrez partir dès vos 60 ans. Alors, Virginie, il y a des Oui, questions. allez, je t'écoute. Voilà, une question à laquelle je pense que tu vas pouvoir répondre pour la RQTH. Oui. Avant 2014, c'est la RQTH qui est prise en compte et depuis, c'est le taux. C'est bien cela? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'avant, si vous aviez une carte, avant 2014, une carte indiquant un taux, on prend bien cette carte-là, ce motif-là. Mais c'est vrai que pour la RQTH, on ne la prend plus en compte dans le calcul d'un départ anticipé au titre de l'handicap à partir de 2016. À partir de 2016, il faut que sur les justificatifs d'handicap, on ait le taux qui soit mentionné.
Alors, il y a des questions que je vais prendre. Les trimestres de majoration rentrent-ils dans les retraites cotisées, donc retraite anticipée carrière longue? Alors, les trimestres de majoration ne sont pas tous pris en compte comme étant réputés cotisés. Les trimestres de majoration pour enfants, entre autres, aujourd'hui ne sont pas retenus comme réputés cotisés. Les seuls que l'on va retenir comme réputés cotisés, c'est ceux issus du compte prévention pénibilité, du compte C2P. Là, ils sont reconnus inaptes, ils sont reconnus dans le calcul de la retraite carrière longue. Sinon, tous les autres trimestres de majoration, enfant, éducation d'un enfant handicapé, prise en charge d'un adulte handicapé, congé parental, ce ne sont pas des trimestres réputés cotisés. Pour le taux d'incapacité permanente, cela est reconnu par qui et quel document doit être joint. Donc, c'est la caisse primaire qui reconnaît. Ah, mais ça dépend dans quel. Pour le taux d'incapacité permanente, je pense que là, c'est pour la retraite anticipée pour handicap. Si c'est le cas, Virginie, je te laisse Oui. peut-être prendre le relais. Alors, si c'est dans ce cadre-là, donc pour une retraite anticipée au titre de l'handicap à partir de 55 ans, il nous faut les justificatifs donc, de la MDPH, du département de l'assuré, ou alors des justificatifs, par exemple, si c'est une rente, ça peut être des justificatifs de la CPAM. Mais il faut que le taux soit, voilà, soit indiqué. Et voilà. Et après, si c'est dans le cadre d'une retraite incapacité permanente à compter de 60 ans, ça va être effectivement les CPAM qui vont délivrer une attestation et le taux va y figurer et on pourra voir dans quelle catégorie l'assuré est. Donc, s'il est donc, si le taux est égal ou supérieur à 20%, ben, c'est automatique. On va l'acter la retraite. Si par contre il est compris entre 10 et 20%, c'est sur décision d'une commission. Oui, alors il y a une question que je ne comprends pas. Ouxtel, votre question par rapport à un cas d'erreur entre retraite pour incapacité et pour inaptitude, peut-on demander la régule pour les 2 années de la 60 et 61e année? Alors, ce que je propose Je ne sais pas peut-être... si Ah voilà, oui, vous m'entendez? oui. Tout simplement parce que je suis en train de faire une demande. Je découvre la retraite pour incapacité. J'avais encore jamais eu le cas, mais je suis dessus actuellement. Et malheureusement, du coup, je suis en train de la demander alors que ma majeure attend les 62 ans. Et donc, ma question, c'est est-ce que je peux revenir en arrière et demander une retraite pour incapacité? Mais à partir de ses 60 ans, parce que là, du coup, elle a perdu de ses 60 ans à ses 62 ans la possibilité d'un cumul entre la retraite et la rente accident de travail, si je vous suis bien. Alors, il n'y a pas de rétroaction par rapport aux demandes de retraite. Les cas où il peut y avoir de la rétroaction, c'est pour les personnes qui perçoivent une invalidité ou une AH. Et encore, il y a des conditions à respecter. Si il n'y avait pas connaissance de l'information au moment de ces 60 ans, on est sur un principe, alors ça va vous faire grincer des dents, mais on est sur le principe nul n'est censé ignorer la loi. Et pour nous, s'il n'y a pas de demande, la retraite, c'est quérable. Donc, s'il n'y a pas de demande dans les temps, on ne fait pas de retour en arrière. Donc, par contre, en plus de son de sa rente accident de travail, elle a une AH. Donc, du fait qu'elle a une AH, ça pourrait peut-être se faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que, parce qu'on ne va pas pouvoir, là, on est plus de 140, donc on ne va pas pouvoir entrer dans des cas particuliers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire toute la présentation. Vous gardez vos questions et à la fin, on va essayer d'avancer le plus vite possible pour que vous puissiez poser des questions un petit peu plus complexes. D'accord? Donc, on souhaite vraiment pouvoir vous apporter le maximum de réponses, mais on est très nombreux et c'est vraiment super qu'on soit très nombreux
Pour autant, il va falloir gérer un peu le timing sur cette présentation. Hein, donc, vous gardez vos questions et puis en fin de présentation, on fera un point peut-être pour des questions un petit peu plus complexes en fonction du temps qu'il reste. Merci bien. Alors, demander sa retraite, ben, c'est tout simple. Le mieux, c'est de la demander en ligne via son espace personnel. Donc, les demandes sont à faire 5 mois avant la date de retraite choisie. C'est simple parce que le formulaire est personnalisé et pré-rempli. C'est pratique puisque les saisies des informations se fait en ligne et il y a des petits messages pour si on a des petits soucis, si on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et il y a l'envoi automatique des pièces en même temps que le dossier. Et c'est sécurisé puisqu'on se connecte avec, il y a une double sécurité puisqu'on va vous demander de vous reconnecter avec France Connect quand vous cliquerez sur l'onglet Organiser mon départ, cliquez Demander ma retraite en ligne. Je vous invite également à vous inscrire à l'agenda retraite. Donc pareil, ça se fait depuis votre tableau de bord de votre espace personnel et ça permet d'avoir un accompagnement tout au long de vos démarches. Donc dès 5 ans avant la date choisie, vous avez des petits repères et des petites notifications vous disant où vous en êtes dans votre processus de demande de retraite. L'avantage de faire cette demande en ligne, c'est que justement, c'est une demande unique. Donc, le dossier est transmis après à tous les régimes de retraite auxquels la personne a cotisé, alors qu'en dossier papier, il faut déposer un dossier dans chaque organisme. Donc là, sur le site de l'assurance retraite, en ligne, ça l'envoie à tous les régimes, ça évite d'oublier certains droits. Donc là, on va vous parler donc, des assurés en situation de fragilité, donc notamment les bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires des pensions d'invalidité et de l'allocation d'adulte handicapé. Donc pour les bénéficiaires du RSA, l'âge légal plus le nombre de trimestres requis permet d'avoir leur retraite à taux plein. Par contre, si au moment de l'âge légal, les nombres de trimestres requis n'est pas atteint, il y a deux possibilités. Soit demander inaptitude, la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Et si celle-là elle est reconnue, ben forcément la retraite sera à taux plein. Si par contre elle n'est pas reconnue, la perception du RSA pourra aller jusqu'à 65 ans. Et à ce moment-là, vous pourrez également, en plus du dossier de retraite normal, demander l'ASPA. Donc, pour les demandeurs d'emploi, il est important de vérifier la carrière et de demander une mise à jour éventuelle le plus tôt possible. Il faut savoir qu'on est en lien avec France Travail et que voilà, pour maintenir les droits si les personnes n'ont pas le nombre de trimestres requis à l'âge légal, on va leur fournir une attestation. Mais pour fournir cette attestation, il faut que la carrière de l'assuré soit juste. Donc, il faut vraiment s'y préparer en amont et faire vérifier la carrière pour qu'on puisse nous éventuellement mettre à jour les éléments manquants. Donc, si le demandeur d'emploi à son âge légal a tous les trimestres requis atteints, il aura la retraite à taux plein. Si ce n'est pas le cas, soit il prend une retraite à taux minoré s'il le souhaite, soit s'il a la chance, il peut reprendre une activité professionnelle, ou soit il peut avoir un maintien des droits au chômage, mais nous, on délivre du coup une attestation pour cela. Donc, pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, donc l'assuré qui serait en activité peut, s'il le souhaite, cumuler son activité et son invalidité jusqu'à 67 ans au maximum. La demande se fera au maximum à 67 ans. Si par contre l'assuré est sans activité, la pension d'invalidité s'arrêtera à ses 60 ans et il aura une retraite à taux plein
versés de notre part. Donc, si l'assuré est dans le cas sans activité, nous, on a un signalement de la part de la CPAM 6 mois avant ses 62 ans, ce qui nous permet de prévenir l'assuré voilà. Et de pouvoir être à temps pour verser la pension relais dès ses 62 ans. Pour les bénéficiaires de l'allocation d'adulte handicapé, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. Donc, on a un signalement des CAF 6 mois avant les 62 ans des assurés. Donc, si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80%, il peut avoir une AAH différentielle qui complétera la retraite à taux plein versée par nous. Donc, la AAH différentielle est versée par la CAF. Alors, les allocataires de l'AAH qui auraient une activité professionnelle et qui auraient un taux supérieur ou égal à 80% peuvent choisir de poursuivre leur activité sans demander leur retraite et à ce moment-là, ils peuvent continuer l'activité jusqu'à 67 ans. C'est un peu pareil pour les bénéficiaires de la pension d'invalidité. Par contre, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80%, l'AAH cessera au moment de la retraite et il n'y a pas de AAH différentiel versé dans ce cas-là. Si par contre l'assuré souhaite ne pas prendre sa retraite, il faut qu'il le signale. Voilà. Alors, il y a des questions. Si je ne me trompe pas, une personne avec AAH peut partir à la retraite à 55 ans, mais elle n'aura pas le complément AAH en plus de la retraite. Donc, comme on vient de le dire, ce n'est pas tout à fait ça. L'âge légal, on va dire, pour les bénéficiaires de l'AAH comme pour les bénéficiaires de l'invalidité, c'est 62 ans. La retraite à 55 ans, c'est une retraite anticipée pour handicap avec des conditions très spécifiques à remplir. Mais pour les bénéficiaires de l'AAH, le départ en retraite, c'est 62 ans pour l'âge légal, sauf, comme vient de le dire Virginie, pour les personnes qui ont une AAH supérieure égale à 80% et une activité. Ils ne sont pas très nombreux, mais il peut y en avoir, donc c'est quand même quelque chose qui se fait. Lors d'un contact 3909, alors, je ne sais pas si c'était 3960 que vous vouliez mettre ou 3909. La CARSAT, c'est 3960. Il m'a été conseillé de privilégier le dossier papier à la demande en ligne. Qu'en est-il? Alors, normalement, ce n'est pas la consigne. On encourage la demande de retraite en ligne pour les raisons que Virginie vous a évoquées. Après, pour certains dossiers, il y a eu des périodes où la demande en ligne n'était plus forcément accessible et donc on a encouragé à plutôt faire des dossiers papier. Donc, peut-être que c'était dans ce cadre-là. En tout cas, aujourd'hui, on encourage à faire la demande en ligne pour les raisons évoquées et principalement parce que c'est une demande unique pour tous les régimes de retraite et donc ça évite de faire plusieurs dossiers dans plusieurs régimes. Est-ce que le SICAS existe toujours? Alors, le SICAS en lui-même n'existe plus. Aujourd'hui, c'est les agences conseil retraite Agir Carco qui existent, bien sûr. Ça, c'est la retraite complémentaire. Donc, là, toutes les démarches que l'on vous présente, c'est pour la partie retraite de base. Bien sûr, il y a auprès de la complémentaire, c'est surtout une mise à jour de la carrière à faire en amont, puisqu'après, tout ce qui est situation particulière, inaptitude, invalidité, la retraite complémentaire n'intervient pas en premier lieu. C'est nous qui déterminons les droits et la complémentaire suit les décisions qui sont prises au niveau de la retraite de base. Le cumul AAH et retraite a-t-il une limite d'âge? Comme pour l'invalidité, les personnes qui peuvent cumuler l'AAH supérieur ou égal à 80% et une activité, la limite, c'est 67 ans, l'âge automatique du taux plein. Si quelqu'un touche l'AAH, devra-t-il obligatoirement demander l'ASPA à 65 ans ou bien l'AAH sera versée à vie? Alors, si quelqu'un touche l'AAH, de toute façon, la retraite, c'est 62 ans, sauf cas qu'on vient de citer pour une poursuite d'activité. Et dans ce cas, l'ASPA est à demander également à 62 ans.
On va le voir juste après sur la législation de l'ASPA, mais l'ASPA pour les personnes en invalidité, en AH ou en inaptitude au travail, la demande est possible dès 62 ans. Pour les bénéficiaires de l'AAH avec un taux supérieur ou égal à 80%, ils bénéficieront d'une AAH différentielle. Après, il faut vous rapprocher de la CAF pour connaître les conditions particulières de paiement. Je ne sais pas du tout s'il y a une date limite sur cette AAH différentielle. Et ça, c'est des règles CAF, donc il faut aller leur poser la question directement. Dernière question avant de passer au sujet de l'ASPA. Pour les bénéficiaires du RSA, ne peuvent-ils pas continuer à percevoir le RSA jusqu'à 67 ans s'ils ne souhaitent pas partir à 65 ans avec ASPA? Non, la CAF, règle de la CAF, c'est qu'ils peuvent maintenir, en fonction du choix de l'assuré, les droits RSA jusqu'à 65 ans. Et comme à 65 ans, l'ASPA va venir compléter les droits retraite, ils ne verseront pas ce RSA jusqu'à 67 ans. Là encore, si vous voulez plus de précision, c'est auprès de la CAF qu'il faut se renseigner, puisque c'est leur compétence. Et donc, vous pouvez aller les rencontrer. Voilà, on va passer à un sujet législation qui peut être un petit peu costaud. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels il y a souvent beaucoup de questions. L'ASPA, le SASPA et la pension de réversion. Donc, on va vous faire une présentation assez globale, hein. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on souhaite quand même vous présenter ce dispositif qui amène beaucoup de questions et d'incompréhension. Donc, je vais m'appliquer à être le plus clair possible pour vous présenter ça. L'ASPA, c'est un minimum social que l'on appelle communément le minimum vieillesse. C'est une allocation qui est accordée sous certaines conditions, comme toutes les allocations, hein. Ce n'est pas un droit, c'est vraiment une demande particulière qui peut être versée aux personnes retraitées qui ont de faibles revenus. L'âge officiel de l'ASPA, c'est 65 ans. Donc, à partir de 65 ans, tout le monde peut demander à bénéficier de l'ASPA. Pour autant, les personnes, comme on a dit, qui ont une retraite au titre de l'inaptitude, les invalides, les AH, ou toute personne qui estime que son état de santé ne lui permet pas de continuer de travailler et qui a déposé une demande au titre de l'inaptitude avec une reconnaissance qui a été validée par la caisse primaire, ces personnes peuvent demander, et on les encourage à demander l'ASPA également à 62 ans, puisqu'on va pouvoir payer les deux en même temps. Donc, soit c'est 65 ans pour tout le monde, soit c'est 62 ans parce qu'il y a une retraite au titre de l'inaptitude. Pour bénéficier de cette ASPA, comme c'est une allocation, il y a des conditions et des conditions de ressources et de résidence. Le montant maximum de l'ASPA, en tout cas au 1er janvier 2025, et ça c'est quelque chose qui évolue chaque année, le montant de l'ASPA, c'est 1 034,28 € brut pour une personne seule et 1 605,73 € pour un couple. Donc, en fonction de la situation du foyer, on va avoir deux barèmes, deux limites, deux plafonds de ressources et deux montants différents sur les dossiers. C'est une allocation également, et vous le savez certainement déjà, qui est récupérable sur la succession. On va en rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Donc, vous pouvez, sur cette slide, voir les 4 conditions principales. Après, on va détailler un petit peu plus ces conditions après. La condition de ressources. Donc, les ressources, il y a un plafond à ne pas dépasser, comme on l'a dit, 1034 pour les personnes seules, 1605 pour les couples. Ces ressources, quand il y a un dépôt de dossier de demande d'ASPA, elles sont appréciées sur les 3 derniers mois qui précèdent la demande. Donc, ce n'est pas forcément la date effective de retraite, hein, puisque si le dossier retraite et le dossier d'ASPA sont envoyés en même temps, les ressources avant la date de départ en retraite ne sont pas connues. Donc, on va prendre les 3 mois qui précèdent la demande. On fait une moyenne de ces 3 mois. Si la moyenne est supérieure au plafond, on va faire une étude sur les 12 derniers mois.
C'est pour ça que vous avez souvent, alors soit vous, soit les assurés, en fonction si vous êtes travailleurs sociaux ou mandataires judiciaires, hein, puisqu'il y en a qui accompagnent directement ou qui font les dossiers. C'est pour ça que des fois, on vous réclame les 12 derniers mois de ressources, parce qu'il y a des dossiers qui sont un petit peu justes et donc il faut faire cette étude de 12 mois. Si jamais là, 12 mois, c'est aussi un rejet, on va décaler la date jusqu'à, soit s'il y a une modification de revenus, trouver la date qui convient pour l'attribution de l'ASPA, soit notifier un rejet parce que les ressources sont supérieures et il n'y a pas de stabilisation à venir. On est sur des montants bruts. Donc, toutes les ressources que l'on va prendre en compte dans le calcul de l'ASPA, comme pour la réversion que l'on verra juste après, c'est toujours des montants bruts. Et sur les demandes, d'ailleurs, c'est toujours précisé. Hein, veuillez nous donner les montants bruts sur ces ressources. Vous avez sur le site service-public.fr une fiche pratique sur les ressources qui sont retenues. On ne peut pas les lister hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont retenues. Il y a aussi sur le site de l'assurance retraite, alors nous on fonctionne différemment, c'est qu'on va dire les ressources exclues. Donc si elles ne font pas partie de la liste, ça veut dire que c'est des ressources qui sont retenues. Il y a beaucoup de ressources pour l'ASPA qui sont retenues, mais il y en a quand même qui ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par principe de base, on va dire, quand vous allez accompagner des personnes qui font une demande d'ASPA, le mieux, comme pour les réversions, je le redirai, c'est de déclarer toutes les ressources pour ne pas faire d'impair. Voilà. Il vaut mieux plus déclarer un peu trop en donnant du détail que omettre de déclarer quelque chose. Et puis, si nous, on s'en rend compte parce qu'il y a des contrôles, on va réclamer les indus, le trop perçu aux assurés. Donc, dans l'idée, dès qu'on est sur des dossiers à ressources, allocation veuvage, ASPA, réversion, il faut tout déclarer en donnant le maximum d'informations. Si vous n'avez que les montants nets, vous précisez que c'est le montant net. Voilà, et qu'il n'y a pas d'autres documents. Comme on a vu, on n'a pas forcément abordé le sujet tout à l'heure dans une carrière. S'il n'y a pas de justificatif, il faut nous dire qu'il n'y a pas de justificatif et nous, on arrêtera de demander. Voilà, tant qu'on ne nous dit pas qu'il n'y a pas de justificatif, on va les réclamer. Alors, il faut tout nous dire. Et puis après, nous, on fait le tri pour l'ASPA, la réversion sur les ressources entre ce qu'on va garder et ce qu'on laisse passer. Voilà, on peut passer à la slide d'après. OK. Alors, je vais juste parce que je pense que je n'ai pas mis la slide sur la condition de résidence, mais c'est quand même important. Pour bénéficier de l'ASPA, on demande, il y a une condition de résidence. Il faut que les bénéficiaires de l'ASPA résident au moins 9 mois sur le territoire français sur l'année. C'était 6 mois. Depuis la réforme 2023, ça a changé et donc on est maintenant à 9 mois. Si il y a des contrôles de ressources et de résidence. Hein. Donc, de toute façon, dès qu'on est bénéficiaire de l'ASPA, il y a des contrôles qui sont faits. Si les conditions ne sont pas remplies, on suspend. Donc, il y a vraiment cette idée de devoir résider sur le sol français, contrairement à la retraite qui sera versée à vie parce que c'est un droit. Il y a eu des cotisations versées et on a la retraite, ça c'est à vie, quel que soit l'endroit où on habite. L'ASPA, c'est une allocation qui est versée par l'État et donc il y a des conditions à remplir et entre autres cette condition de résidence. Pour une personne qui est de nationalité française, la condition de résidence au dépôt du dossier, c'est de résider sur le territoire français. Quelqu'un qui a un titre de séjour, on va lui demander de justifier des 10 dernières années avec un titre de séjour. Voilà. Je vous donne des infos un peu brutes comme ça. Quoi qu'il arrive, allez sur le site de l'assurance retraite. C'est le site de référence, comme Carla disait tout à l'heure, pour la question de la législation retraite et de l'évolution de cette législation. Donc là, on vous donne beaucoup d'informations et encore, on ne va pas trop dans le détail. Ça peut être frustrant si vous avez des attentes. Déjà, allez voir sur le site de l'assurance retraite parce que c'est quand même un petit peu plus détaillé.
Pour cette condition-là de récupération sur succession, donc c'est souvent ce qui fait peur aux retraités, ce qui est compréhensible. Il faut quand même bien comprendre le fonctionnement parce que des fois, quand on creuse un peu, finalement, on se rend compte que il ne rentre pas dans cette catégorie de récupération sur succession. Donc, encore une fois, c'est une allocation et donc une fois que la personne décède, il y a une partie de l'ASPA qui a été versée qui peut être récupérée sur la succession. On va regarder au moment du décès, on va demander l'actif net successoral. Donc, c'est les notaires, hein, c'est vraiment un transfert d'informations avec les notaires. Cet actif net successoral, c'est les notaires qui vont le chiffrer, on va dire. Et en fonction de s'il est supérieur ou inférieur à 105 300 euros, on va récupérer ou pas cet ASPA. Dans le cas où cet actif net successoral, donc si est inférieur à 105 300 euros, ou si tout simplement l'assuré n'a pas de bien au moment de son décès, donc là c'est égal à 0. Donc soit pas de bien, soit inférieur à 105 000 euros, on ne va rien récupérer sur la succession. Donc les héritiers n'auront rien à payer. En tout cas, on ne va rien prendre sur la succession qui est notifiée. Par contre, s'il y a des biens mobiliers ou immobiliers au moment du décès avec une valeur totale au-delà de 105 300 euros, là, on va demander une partie plus ou moins grande de l'ASPA qui a été versée. La récupération, il y a quand même une certaine limite. Alors là, on est sur des valeurs 2024. Bon, 2025, elles sont juste un petit peu plus au-dessus. Pour une personne qui est seule, on ne va pas récupérer plus de 8 207,37 € par an, ce qui correspond à peu près à 2 tiers de l'allocation. Pour un couple, vous avez le barème, 10 980 €, donc c'est à peu près 57%. Ce qui veut dire que si les personnes ont un actif net successoral supérieur à 105 300 euros, on va récupérer sur la partie qui dépasse 105 300 euros en fonction de cette limite annuelle. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. J'essaye d'être le plus clair possible, c'est pas évident, mais j'espère que ça vous donne des éléments. Alors je vais parler du SASPA et après je prendrai les questions qui concernent l'ASPA. Le SASPA, Service d'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est les mêmes conditions exactement que l'ASPA. La différence, c'est que cette allocation, elle est versée aux personnes qui n'ont aucune retraite française. Donc qui n'ont jamais travaillé en France et qui n'ont aucun droit à retraite. Ils peuvent quand même bénéficier de ce SASPA et c'est un dossier qui est à transmettre à la MSA. C'est la Caisse agricole qui va prendre en charge ces dossiers. C'est les mêmes conditions, âge, résidence, récupération sur succession, ressources. La différence, c'est que l'ASPA, il y a déjà une retraite, donc les retraites vont rentrer dans les ressources. Le SASPA, c'est pour une personne qui n'a pas de retraite. Donc les ressources potentielles, c'est les ressources de biens mobiliers ou immobiliers, par exemple. Voilà. Alors, je vais prendre les questions. Quelle est la différence entre les minimum contributif et l'ASPA? Alors, la différence, le minimum contributif, c'est un minimum qui est calculé en fonction des trimestres. Donc, c'est vraiment un minimum, un complément, parce que c'est le complément du minimum contributif, qui est calculé en fonction de l'activité et qui est relié directement à la pension de retraite personnelle. En fonction du nombre de trimestres que la personne a, il y a un minimum de retraite que l'on va verser et qui est calculé au prorata du nombre de trimestres. Si le montant de la retraite est inférieur à ce minimum contributif, on va majorer la retraite en fonction de ce qui manque. C'est un peu le même principe que l'ASPA, mais le minimum contributif, il est relié à la retraite, vraiment. Et ça, c'est un droit. Ce n'est pas une allocation, ce n'est pas quelque chose qu'on va récupérer après. Ce minimum contributif, il est
versée si l'ensemble des retraites est inférieur à 1000 et quelques euros. Donc, on est obligé d'attendre que la personne perçoivent ou en tout cas ait le montant de toutes ces retraites pour déterminer si on va verser le complément du minimum contributif. Souvent, c'est quelque chose qui arrive dans un deuxième temps, quand on a la notification de la retraite complémentaire, par exemple, ou des autres régimes. Donc, le complément du minimum contributif, il est lié au calcul de la pension de retraite en fonction des trimestres. L'ASPA, c'est une allocation qui vient en plus de toutes les retraites. Le montant de l'ASPA, il va être défini en fonction de toutes les retraites, de tous les revenus ou des ressources qui sont, que l'on calcule dans le dossier, comparé à ce plafond. Donc, quelqu'un qui a 800 euros de retraite et 150 euros de biens, par exemple, donc ça fait 950 euros, on lui versera 100 et quelques euros d'ASPA. Vous voyez, on fait toujours le calcul, la différence jusqu'à 1034 euros. Voilà, donc minimum contributif, c'est relié à la retraite. L'ASPA, c'est une allocation qui est supplémentaire. Alors, brut, point d'interrogation, je suppose que c'était par rapport au montant des ressources à déclarer que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est toujours des montants bruts qu'il faut déclarer. Faut-il demander l'ASPA en même temps que la retraite pour une aptitude, par exemple, ou est-ce plus judicieux d'attendre de connaître le montant versé au titre de la retraite pour faire la demande? Non, il vaut mieux faire les deux dossiers en même temps. De toute façon, l'ASPA, nous, on ne va pas le mettre en paiement de suite. On va, en fonction des dossiers, des fois, on peut faire de l'avance, mais on va le garder et attendre toutes les ressources. Donc, on va faire le dossier, on va l'étudier en deux fois. Mais il vaut mieux faire la demande de suite parce que si ce n'est pas fait en même temps que le dossier de retraite, ça peut faire perdre des droits aux assurés. Donc, de toute façon, vous faites les deux dossiers en même temps dès lors qu'il y a de l'inaptitude. Est-il possible que l'ASPA soit suspendue si la caisse de retraite se rend compte qu'une personne n'a pas fait valoir de droit retraite complémentaire ou de réversion? Oui, complètement. Et en fait, pour des personnes, surtout les personnes que l'on appelle en minima sociaux, en AAH entre autres, on va anticiper le paiement de l'ASPA, donc ça c'est possible. Et une fois que eh ben, si au bout d'un moment, parce qu'il arrive des cas où au bout de 2 ans, 3 ans, on fait un contrôle de revenus et on se rend compte que la personne n'a jamais fait valoir ses droits à la retraite complémentaire, on va reprendre le dossier, on demande que les démarches soient faites et en fonction du retour de la retraite complémentaire, on va pouvoir demander malheureusement le trop perçu aux assurés. Les droits à retraite, c'est des demandes qui sont quérables, c'est-à-dire que c'est aux personnes de faire leurs demandes. Comme je le disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi et chacun doit aller chercher l'information, même s'il y a des campagnes d'information qui sont données et transmises, on essaye en tout cas, mais c'est à chacun de faire sa démarche pour aller chercher l'information qui le concerne. Pareil pour la réversion, quand il y a une demande d'ASPA qui est faite. Alors normalement, on est censé se rendre compte s'il y a une activité chez nous du décédé qu'on n'a pas versé de pension de réversion. Donc des fois, ça met du temps sur les dossiers parce qu'on se rend compte qu'il y a des droits potentiels qui n'ont pas été demandés et ça va retarder le dossier d'ASPA puisque comme c'est une allocation, on va d'abord calculer tout ce qui est droit retraite, réversion, et après l'ASPA viendra se rajouter en fonction du montant des ressources. Qu'est-ce que l'allocation veuvage? L'allocation veuvage, c'est une allocation qui est versée pendant 2 ans, enfin qui peut être versée pendant 2 ans pour les personnes qui ont moins de 55 ans. Alors, on verra avec la pension de réversion, il y a un âge minimum pour demander la pension de réversion. L'allocation veuvage, alors il y a quand même des conditions à respecter et là, je vous invite à aller regarder sur le site internet. On ne va pas aborder le sujet aujourd'hui, mais il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier et c'est ce qui vient avant la retraite de réversion. Quand le couple ne part pas à la retraite en même temps. Oui, donc ça, c'est pour la demande d'ASPA. Parce qu'il y a également dans la demande d'ASPA, et ça, je ne l'ai pas mentionné, ce qu'on appelle une condition de subsidiarité. La subsidiarité, c'est pour bénéficier de l'ASPA, il faut que
soit le demandeur, soit le couple ait fait la demande de toutes ces retraites. Pour autant, il faut bien sûr que les personnes concernées soient en âge de retraite. Donc, si on a un demandeur, par exemple, qui a une retraite, qui demande sa retraite et qui demande l'ASPA, qui est marié avec par exemple, sa conjointe qui est plus jeune et qui n'a pas l'âge légal de la retraite, là, on ne va pas demander, bien sûr, et on ne va pas attendre. Là, c'est OK, on va verser l'ASPA au demandeur parce que sa conjointe n'est pas en âge de retraite, par exemple. Si un couple qui demande, ou une personne qui demande sa retraite et sa conjointe est mais elle choisit de travailler ou de ne pas la demander, dans ce cas, on ne pourra pas verser d'ASPA puisque les deux ont potentiellement des droits à retraite et choisissent de ne pas les demander. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Un héritage versé 1 an après l'ouverture du droit d'ASPA peut-il faire arrêter le versement? Complètement. Comme l'ASPA, c'est une allocation hein, qui est soumise à conditions de ressources, comme la pension de réversion, ce qui fait que si la situation évolue, que ce soit une situation dans les deux sens, hein, quelqu'un qui se marie ou qui devient célibataire, ou alors que les ressources changent, des biens, des achats, des ventes, etc. Ça veut dire que les conditions initiales sont modifiées et donc il faut qu'on révise cette allocation de solidarité. Est-ce que le droit à ASPA peut être suspendu si la personne perçoit un revenu ponctuel? Vente d'un bien, par exemple, alors que ses droits sont déjà ouverts. C'est pareil. En fonction, il y a des contrôles de ressources qui sont faits. Normalement, et c'est indiqué sur la notification, en tout cas il me semble, ou alors ça allait sur la demande d'ASPA, dès lors qu'il y a des changements de situation, la personne est tenue de nous mettre au courant de ces modifications, de manière à ce que nous, on puisse réétudier le droit. Quand le couple ne part pas à la retraite en même temps et que l'ASPA est valorisé, oui, voilà, ça j'y ai répondu. Sur le formulaire de demande d'ASPA, il est demandé s'il y a une donation dans les 10 dernières années. Si c'est le cas, c'est pris en compte. Oui, exactement. Il y a une prise en compte. Alors, ce n'est pas la totalité, on prend un pourcentage, mais oui, une donation dans les moins de 10 ans, il y a une partie du bien qui va être retenue. Comment peut-il être attribué ce minimum contributif? Il a été accordé à une personne que j'accompagne à l'occasion d'un dossier ASPA que l'on avait déposé. C'est un calcul qui est fait par nos outils. Hein. Le minimum contributif, c'est pas une demande. Sinon, on va étudier la retraite. C'est l'outil qui va le calculer. Hein. Il se rend compte que la pension est inférieure au montant du minimum contributif que la personne est censée percevoir. Dans ce cas, le minimum est calculé. Il n'est pas versé de suite, il est mis en attente. Et quand on a les informations de tous les autres régimes, il est déclenché avec un rappel jusqu'à la date initiale. Voilà, je réponds à la question qui suit. Pour le SASPA, faut-il quand même demander la retraite de base? Alors le SASPA, je vous rappelle, c'est une allocation, c'est le LASPA, mais pour les personnes qui n'ont pas de droit à la retraite parce qu'il n'y a pas eu d'activité. Donc, il n'y a pas de demande de retraite de base. Le SASPA, c'est un dossier tout seul. Si ça fait quelques années que vous êtes dans l'accompagnement des usagers habituels que vous avez, avant, c'était la Caisse des dépôts et consignations qui prenait en charge ces dossiers quand c'était l'allocation supplémentaire. Voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui travaillent depuis quelques années. Voilà, depuis ces dernières années, c'est la MSA qui a pris le relais sur ce calcul-là. Demande ASPA peut-elle être effectuée via le site? Faut-il faire la demande papier? Alors ça, c'est une très bonne question. En dehors les autres aussi, hein, mais c'est une bonne question parce que c'est vraiment en train de changer. D'ici la fin de l'année, normalement, la demande d'ASPA pourra être faite en ligne. C'est pas encore le cas. Ce sera certainement mis en place d'ici la fin de l'année ou début 2026, mais les équipes du national sont en train, en effet, de travailler sur cette demande d'ASPA.
Aujourd'hui, c'est encore papier. À transmettre via la messagerie retraite, oui, vous pouvez dans la messagerie transmettre mon formulaire. Il y a la possibilité d'envoyer le dossier à SPA. Ce service-là, il est intéressant. Pour autant, il ne peut permettre pas de joindre d'autres justificatifs. Ça veut dire qu'il faut faire la demande, d'envoyer le formulaire à SPA via l'espace personnel et envoyer les pièces justificatives par courrier. Donc, tant que le dossier n'est pas encore en ligne, moi je dirais autant faire un dossier papier et tout envoyer en même temps. Combien de mois avant les 65 ans doit-on faire le dossier à SPA? Alors, il n'y a pas de règle précise comme pour la retraite personnelle. Voilà, s'il n'y a pas d'ouverture de service ou quoi que ce soit. Après, il faut toujours compter le délai de traitement. Donc, on peut partir sur la même idée, 5 ou 6 mois avant les 65 ans, entre autres. J'ai une personne qui vient d'être à la retraite, elle perçoit 82 € de retraite personnelle et 207 €. Son concubin est lui déjà retraité. Il n'a pas une retraite élevée. Est-ce normal qu'elle perçoive si peu? Alors, là, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, il faut regarder le dossier avec précision et ce n'est pas possible dans ce webinaire. De manière générale, ça, il faut le savoir, quand on notifie une retraite, une réversion, un ASPA, les usagers, les assurés ont 2 mois après l'édition de la notification pour faire un recours amiable. Recours amiable, c'est je ne suis pas d'accord avec la date, je ne suis pas d'accord avec le montant, je ne suis pas d'accord avec les trimestres pris en compte, quoi que ce soit. Dès lors qu'il y a un désaccord sur le droit notifié, il y a 2 mois pour faire une demande de recours amiable auprès de nos services. Tout est indiqué sur la notification. Pour autant, dans votre situation, si la personne se rend compte que l'ASPA n'est pas suffisant, il faut nous faire un courrier en expliquant, donnant les ressources pour que nous, on étudie le dossier. Je ne peux pas vous répondre sur ce temps-là. Une personne française qui perçoit une retraite québécoise et une pension de réversion canadienne et qui est revenue vivre en France, peut-elle demander la SASPA? Alors, s'il y a des retraites dans d'autres pays, je ne pense pas, mais je ne pourrais pas vous le confirmer avec 100 % de certitude. Je n'ai jamais rencontré cette situation. Peut-être que ça vaut le coup de poser la question directement à la MSA. Une demande d'ASPA doit être faite par une assistante sociale ou le bus France Service ou Maison France Service sont habilités. Alors, c'est comme pour toute demande de pension. Aujourd'hui, dans le rôle des France Service, et c'est vrai que c'est particulier, les échanges que vous pouvez avoir avec elles, on le sait. Carla et moi, référente France Service sur la région Pyrénées, donc des difficultés qui peuvent se rencontrer dans votre travail collaboratif. De manière générale, les France Services ont un périmètre d'activité qui dépend des services en ligne. Donc si c'est des dossiers qui ne peuvent pas se faire en ligne, par défaut, normalement, ce n'est pas des choses qu'elles sont censées faire. Après, on dit aussi qu'ils sont là pour faciliter les démarches administratives, aider à comprendre les courriers, remplir les formulaires. Donc, je sais qu'il y a des France Services qui vont accompagner sur la complétude des dossiers. Après, c'est voilà, qui c'est qui doit le faire? C'est pas encore officiellement dit que les France Services accompagnent sur la complétude et le dépôt du dossier ASPA. Comme d'ici la fin de l'année, c'est une demande qui va se faire en ligne, ça va rentrer dans leur champ de compétences. Voilà. Alors, le dossier SASPA peut se faire de préférence avec une AS, je pense. Oui. Malgré tout, et c'est ce que l'on dit, Carla et moi, quand on fait les formations aux conseillers France Service, c'est des conseillers qui sont équipés pour répondre à la distance numérique, on va dire, des usagers. Et ils n'ont pas votre formation. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes conseiller retraite, on est d'accord, pour nous, c'est très, très clair. Mais par rapport aux conseillers France Service,
service, vous avez quand même normalement une appétence qui est beaucoup plus large que les conseillers France Service qui sont principalement sur l'accompagnement du numérique. Donc, que ce soit un dossier ASPA, que ce soit un dossier SASPA, normalement, c'est de votre compétence d'accompagner sur ces dossiers-là. J'ai une personne de nationalité britannique qui perçoit sa pension britannique et la SASPA. Donc oui, ben voilà. Donc si vous avez ce cas-là, Monsieur Brocard, ça veut dire que c'est possible. Donc merci pour l'info. Allez, on va continuer, essayer peut-être de finir la présentation et puis on verra à la fin si vous avez d'autres questions. Peut-être qu'avec la pension de réversion, on fera quelques questions. Donc, on a vu l'ASPA, le SASPA. Pour la pension de réversion, donc c'est le principe de la réversion, c'est que on va verser une partie de la retraite dont bénéficie ou aurait pu bénéficier le conjoint ou l'ex-conjoint décédé. Pour bénéficier de la pension de réversion, il y a des conditions. On vous a fait un parallèle entre l'assurance retraite et l'Agirc Arrco. On aurait pu faire un immense tableau avec tous les régimes de retraite parce que chacun a ses propres conditions. C'est le cas pour des retraites personnelles déjà, vous le savez aussi puisque vous pouvez accompagner sur plein de dossiers et de régimes différents. Pour la pension de réversion, c'est encore plus le cas. Chaque régime a ses propres règles. Alors, c'est pas fait pour vous faciliter la vie, ni la nôtre finalement, mais dès lors qu'il y a des situations de veuvage pour cette pension de réversion, c'est important, dans la mesure du possible, de vérifier tous les régimes de retraite auxquels la personne a droit, parce que, ou en tout cas de faire des dossiers, parce qu'il peut y avoir des droits ouverts dans un régime et pas dans un autre. Donc là, on fait comparatif entre l'assurance retraite et l'Agirc Arrco parce que c'est pour le régime du privé, des salariés privés et travailleurs indépendants, mais fonction publique, il y a encore d'autres règles pour la pension de réversion, des régimes spéciaux, voilà, chacun a ses propres règles. Pour l'assurance retraite, il y a des conditions. Il y a une condition, et l'Agirc Arrco c'est pareil, déjà une condition de mariage. Il faut avoir obligatoirement été marié. Il n'y a pas de durée minimum de mariage requise, mais il faut être passé devant monsieur le maire. Aujourd'hui, les PACS et le concubinage ne sont pas reconnus. Voilà, donc il faut vraiment avoir acté le mariage auprès de la mairie. Du côté de l'assurance retraite, donc de nos services, même si la personne est remariée, elle peut bénéficier de la pension de réversion. Donc il n'y a pas, voilà, même s'il y a eu remariage, c'est OK. Par contre, du côté complémentaire, si les personnes sont divorcées et remariées, elles n'ont pas droit à la pension de réversion. Donc ça, c'est une des deux grandes différences de nos deux régimes. À quel âge on peut bénéficier de la pension de réversion? C'est 55 ans minimum. Pour les conjoints décédés avant 2009, c'est 51 ans. On en a de moins en moins. Mais voilà, donc ça, c'est des deux côtés. Hein, retraite base, retraite complémentaire. Le montant de la pension de réversion, côté retraite de base, c'est 54% de ce qu'aurait perçu ou percevait le conjoint décédé. Côté complémentaire, c'est 60%. La condition de ressources, ça c'est la deuxième grande différence entre nos deux régimes. À l'assurance retraite, comme pour l'ASPA, il y a une condition de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion. Là, vous avez les barèmes 2025. Donc en 2025, une personne dans sa nouvelle situation, il ne faut pas qu'elle dépasse 24 710 € par an. Et il y a des conditions, comme pour l'ASPA, des conditions retenues, des ressources retenues et des ressources exclues, et elles ne sont pas tout à fait les mêmes que l'ASPA. Complique un petit peu les choses. Là, c'est pareil, sur le site, sur Internet, vous allez pouvoir trouver les conditions, les ressources. Même discours que pour l'ASPA. Dans le doute, on met tout. La différence qu'il peut y avoir par rapport à
c'est que la pension de réversion, on ne va pas retenir toutes les ressources qui sont issues du mariage, ce qu'on appelle les biens communautaires. Si les conjoints ont acheté une maison ensemble, même si c'est une maison secondaire, on ne va pas la retenir dans les ressources. Si ils ont créé un compte d'épargne pendant le mariage, ça c'est quelque chose qu'on ne prendra pas dans les ressources, alors que dans l'ASPA, ça va être pris. Si la personne qui reste survivante, comme on dit, a hérité d'une maison de ses parents, c'est un bien propre. Donc ça, on va le retenir, même si elle a hérité pendant le mariage. Donc vous voyez, c'est plein de spécificités qui ne sont pas évidentes. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien et c'est pas toujours évident de faire le tri. Donc, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de tout indiquer dans les dossiers, vraiment d'être le plus précis possible dans l'accompagnement que vous avez avec vos accompagnés. Je ne sais pas trop le nom qui est employé. C'est quitte à, en plus du dossier, faire un document à part en précisant issu du mariage, non issu du mariage, héritage, date, etc. Voilà, le plus possible de détails pour qu'on soit surtout sûr de ce qu'on prend en compte ou ce que l'on ne doit pas prendre en compte. Le montant des ressources plafond est brut ou net. Chez nous, c'est toujours du brut. Par défaut, quand on fait un calcul sur l'espace personnel, l'estimation de retraite, c'est du brut. Les ressources, on demande qu'elles soient toujours déclarées en brut. La notification de retraite, le premier montant que l'on va trouver, c'est du montant brut. Et après, prélèvement. Mais c'est toujours. Et donc, s'il y a remariage, ah oui, conditions de ressources, je vois la question en même temps à côté. Personne seule, donc c'est quelqu'un qui était marié, son conjoint décède et donc elle se retrouve seule. Le couple, c'est un ex-conjoint qui est décédé et la personne, qu'elle soit remariée, en concubinage ou pacsée, il faut tout déclarer. Quand un couple, pour bénéficier de la pension de réversion, il faut obligatoirement avoir été marié. Même quand il y a eu l'ouverture du mariage pour deux personnes du même sexe, hein, c'est possible. Attention les micros. Par contre, le plafond de ressources. Ah merde. Voilà. Le plafond de ressources. Aujourd'hui Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Ah, alors, la personne, elle ne doit pas s'en rendre compte qu'elle parle à haute voix. On va profiter de la conversation. Voilà. Pour le plafond de ressources, quand on parle d'un plafond de ressources couple, par contre, là, on prend en compte concubinage et pax aussi. Hein, donc, pour l'ouverture du droit, c'est que mariage. Pour le plafond de ressources, là, c'est toutes les cellules familiales connues légalement aujourd'hui qui sont retenues. Voilà. Donc, à la question, si on est en concubinage, est-ce un droit à réversion? Non. Voilà, le concubinage n'ouvre pas de droit à la pension de réversion. Alors, je vois qu'il y a des questions sur la PR, donc peut-être qu'on va prendre ces questions-là et après, Carla, je te laisse la main pour finir. Une personne de nationalité étrangère peut-elle demander une réversion suite au décès de son conjoint français qui avait ouvert ses droits à retraite? Alors, il n'y a pas de notion de nationalité, hein. À partir du moment où le conjoint décédé avait ou pouvait bénéficier de droits à retraite, le droit à réversion est ouvert. Même si c'est quelqu'un qui a déménagé, qui habite à l'étranger. On va vraiment regarder la situation de retraite du conjoint qui est décédé. Ce que je n'ai pas dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même important, sur la pension de réversion, s'il y a eu plusieurs conjoints, on va regarder les conjoints qui sont encore en vie, hein, et la pension de réversion sera proratisée.
Voilà, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Je vais le dire là, de peur d'oublier de le dire tout à l'heure. Pour beaucoup, c'est la première fois que vous voyez ce webinaire. On l'avait déjà présenté l'année dernière à d'autres collègues. L'idée de ces webinaires, c'est quand même qu'on en fasse régulièrement, au moins un par an, voire deux si jamais le besoin s'en fait sentir. Et on vous demandera des sujets que vous souhaitez aborder, que vous souhaitez aller voir un petit peu plus en détail. Parce que notre but, vraiment, c'est de vous équiper le mieux possible sur toutes ces informations-là, sans vous rendre des conseillers retraite, parce qu'on est conscient que vous avez un périmètre d'activité qui est immense. Donc, on ne veut pas vous charger d'une activité qui n'est pas, d'un périmètre qui n'est pas le vôtre, mais on sait aussi que vous êtes au contact, beaucoup plus presque en contact de proximité avec les futurs retraités. Et c'est important pour nous de vous donner le maximum d'outils qui vous permettent d'être confortable dans votre activité. Voilà. Donc, à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous d'avoir votre retour parce que déjà, on a besoin de savoir si le format vous convient, si la manière de présenter, c'est OK pour vous. Il faut vraiment être le plus critique, objective possible pour que les webinaires suivants soient encore plus efficaces pour vous. Et surtout, on va vous demander aussi de proposer des sujets ou de nous donner des idées de thèmes à aborder pour que ce qu'on vous apporte soit le plus réel par rapport au terrain et ce que vous rencontrez tous les jours. Voilà, la petite parenthèse, ça c'est dit. Je vais finir avec les questions. Cela veut-il dire qu'il convient de demander la pension de réversion dans tous les régimes? Oui. Ou existe-t-il un site unique de demande? Alors aujourd'hui, en fait, vous avez la demande de réversion en ligne. Comme vous avez la demande de retraite en ligne, la réversion peut être demandée sur l'espace personnel. L'avantage de cette demande en ligne, c'est que comme pour la retraite, les régimes de retraite du décédé sont tous mentionnés et donc le dossier va partir automatiquement dans tous les régimes. Et après, chacun fait le tri en fonction de ses conditions. Le dossier est-il automatiquement envoyé au conjoint survivant pour inciter au remplissage du dossier de réversion? Normalement, quand on nous déclare un décès, si la situation familiale du décédé est connue et qu'il est marié, entre autres, il y a en effet un envoi automatique du dossier de pension de réversion à la personne qui reste. Pour autant, nous, on ne va pas aller chercher les gens non plus. Hein. Donc, si c'est un ex-conjoint, par exemple, on ne va pas aller l'informer qu'il y avait une pension il y a un droit à pension de réversion. Peut-on récupérer le dossier papier SASPA? Le dossier papier SASPA, il est sur le site de la MSA. Après, moi, ce que je fais, parce que j'en télécharge de temps en temps, Google, dossier SASPA, et normalement, vous tombez sur le PDF, avec un peu de chance. Comment se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs mariages et que les demandes de réversion ne vous arrivent pas en même temps? De toute façon, quand il y a plusieurs mariages, nous, on connaît, hein, c'est pour ça qu'on demande de l'acte de naissance dans le dossier de réversion avec les mentions marginales, puisque c'est sur ce document que vont nous être présentés tous les mariages, divorces, tout ce qu'il y a pu y avoir dans la vie familiale de la personne décédée. Et donc, c'est ce document qui va nous permettre, nous, d'aller vérifier si les autres mariages, si les personnes sont encore en vie ou pas. Si les personnes sont encore en vie, alors nous, on ne va pas leur dire vous avez droit à une pension de réversion, hein, parce que c'est une demande qui doit venir de la personne, mais nous, on est tenu de réserver la part qui reviendrait à cette personne-là. Donc, même si on a un premier dossier, des fois, il y en a un dossier de suite après le décès, et puis l'ex-conjoint qui ne savait pas, il vient vers nous 2 ans après, on étudiera la pension de réversion 2 ans après. Voilà. Mais de toute façon, on aura eu connaissance au premier dossier qu'il y avait un autre mariage, donc on réserve cette part-là. Au premier conjoint qui a fait la demande, on va lui donner la réversion qui correspond à la durée de mariage qui est le sien, la sienne. Et quand l'autre fera sa demande, on va revenir on va lui payer sa part. Voilà. Quoi qu'il arrive, la pension de réversion
amène beaucoup de questions, donc ça va être certainement un sujet pour lequel on reviendra un petit peu plus en détail. Carla, je te laisse la parole pour la fin. Merci. Merci Florence. Donc pour finir, on va vous présenter le service d'action sociale de la CARSAT Midi-Pyrénées qui permet d'accompagner nos assurés après la retraite. Donc l'action sociale. Hop, ah voilà la slide. Le service d'action sociale. Alors le site à retenir, c'est le site pour bienvieillir.fr. Sur ce site, vous allez pouvoir retrouver toutes les aides qui sont proposées, notamment des accompagnements personnalisés à la retraite, que ce soit au quotidien ou sur des aides temporaires lors de situations de rupture. Il y a également des aides collectives comme des forums, des conférences, des ateliers sur le bien vieillir, sur par exemple la nutrition, le sommeil, des activités sur la gestion du budget une fois à la retraite. Et il est également possible de demander des aides financières. Donc tout ça, c'est sur le site pour bienvieillir.fr. Et une des actions, par exemple, que l'on peut retrouver sur le site pour bienvieillir.fr, ce sont les ateliers Bienvenue à la retraite. Donc, qui sont destinés aux futurs retraités, donc c'est-à-dire les personnes qui sont à 2 ans de la retraite et les jeunes retraités, 2 ans après leur retraite. Et c'est tout un parcours d'ateliers sur les démarches administratives et financières, sur des nouveaux projets une fois à la retraite, sur du temps pour prendre soin de soi. Et voilà, il y en a partout sur tout le territoire. Donc nous, il y a une carte interactive disponible sur le site pour bienvieillir.fr pour trouver tous les ateliers. Ils sont animés par des professionnels et c'est entièrement gratuit. Voilà, c'est un petit peu adapté à tout le monde. Donc on vous invite à consulter ce site. Et enfin, pour finir, avant de peut-être répondre aux dernières questions, nos moyens de contact. Alors, juste un micro ouvert. Hop, merci. Alors, les moyens de contact de la CARSAT. C'est bon. Carla, pardon. Oui, c'est moi qui s'est coupé. j'ai dû faire une fausse manip, excuse-moi. Pas de souci. Donc, vous avez à l'écran les différents moyens de contact de la CARSAT avec le site l'assurance retraite, comme vous avez pu le voir avec le bloc messagerie pour contacter directement un conseiller. Notre plateforme téléphonique au 39 60 pour recevoir des réponses, on va dire plutôt de premier niveau et savoir si où en est le dossier. Les maisons France Service, Florence a rappelé tout à l'heure le rôle des conseillers France Service, notamment sur l'accompagnement au numérique. Et il y a également la possibilité de rencontrer directement un conseiller retraite. Et là, pour prendre rendez-vous, c'est directement sur l'espace personnel pour la prise de rendez-vous. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre disponibilité. On va peut-être pouvoir répondre justement aux dernières questions dans le chat. Oui, on peut clôturer l'enregistrement, on peut clôturer la réunion. Voilà, s'il y en a qui veulent rester, on continue, on peut prendre